Salut dire salut tout le monde. Salut tout le monde. Ah bah oui, il y a un moment à tout. Il n'y a pas que les lives. En plus, les gens étaient occupés. Hein. Merci, merci dire. Ben, il y en a qui préparent les vacances, il y en a qui. Hein. Il y en a qui sont en train de préparer le bac. D'ailleurs, on leur souhaite bon courage. Et ben mes condoléances, y dire. Salut Andreas, bonsoir. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Tu peux rien faire. J'ai partagé. On va voir si ça a marché, les notifications ou pas. Ça va, Andreas? Oui, ça va très bien, merci. Allez, comme ça. On va changer les trucs. Celui qui veut parler de formation, il tape F. En attendant, on attend encore un petit peu. Celui qui veut parler d'aviation générale, enfin d'avion et aéronautique, donc il tape A. Voilà. Et D si c'est divers. Des questionnements, des trucs. Formation. Ben, vas-y, tu veux parler formation? Andreas. Mais tu as que 36, tu peux pas monter. Tu peux pas monter dans le guest. Et de Moro, oui, merci, toi aussi. Maintenant, je vais faire un truc comme ça.
c'est l'orientation magnétique. 23, ça veut dire 230 degrés. 27, c'est 270. 0,5, c'est 0,50. C'est l'orientation magnétique de la piste. Quand on construit une piste, c'est comme ça qu'on fait. Et pendant une dizaine d'années, on s'assure que la direction du vent est dominante dans cette direction-là pour orienter la piste dans ce sens, pour pouvoir atterrir ou décoller toujours face au vent. Voilà. Notre ami JB qui arrive. Pourquoi tu n'arrives pas à monter, JB? JB, l'échelle est courte ou quoi? Alors, je vais faire ça. Ah, c'est bon. Salut. Salut Nourdine, Ça va bien? de retour, ouais, ça va, Ouais. Ah, ça s'est bien passé. oui. Ça, j'ai pas fait. J'ai pas tardé, mais bon. Ah ouais, Et toi? ça roule, pas de problème, ça baigne. Il fait chaud? Ça commence, ouais, mais ça va, la plage, ça va, Ouais, ça oui. ça fait du bien. Salut Jalal, ça va, ça va. Alors, cache news, la question, là. Dis-moi, j'ai eu une discussion avec un gars à propos des commandes de vol, là, entre le yoke de Boeing et le side stick d'Airbus. Euh, le, L'appel, enfin la voix synthétique qui te dit dual input, ça a toujours existé sur le 330 ou bien? 3,30, oui. Ça a toujours existé. Ah d'accord. À partir du 3,10, bon, le 3,10, il n'y avait pas, mais à partir du 3,30, oui. 300 Mais le euros. 320 aussi, il a ça? Non. Le 3,20, il l'a aussi, oui. À partir D'accord. d'un certain MSM, c'est-à-dire les premiers D'accord. Mark II, les épopées. C'est-à-dire tu as le dual input à partir du moment où les deux sont en train d'agir sur le manche, que ce soit de manière dans le même sens ou de manière, enfin disons, il y a un manche qui n'est pas les deux manches ne sont pas au neutre, quoi. C'est ça que je veux dire. Exactement. D'accord. Il suffit de toucher seulement. Oui, d'accord. Le fait qu'il soit décalé du neutre. Oui, d'accord. Exact, Ok. exact. Moi, j'ai une autre question aussi à ce propos. Le, donc, vous avez un trim sur le Fire Stick. Non, Ah, vous non, n'avez pas de trim. non, non. Mais pas, donc, en d'autres termes, oui, alors tu me diras, comme vous n'avez pas comme il n'y a pas de sensation de reconstituteur d'effort, ça servirait à rien. Vous pouvez pas vous rendre compte si l'avion a tendance à tirer d'un côté ou de l'autre. Oui, enfin, vous pouvez le savoir. S'il faut, mais enfin, il trime automatiquement, d'accord, Il ok. trime automatiquement. C'est le autocrime qui fait son travail. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est tout le principe du fly-by-wire, hein. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais oui, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas, c'est comment dirais-je, il y a pas de sensation, d'accord, ok. C'est pas trop gênant, ça d'ailleurs, le coup qu'il n'y ait pas de sensation. Je veux te dire, euh, moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce que le pilote, comme tu le sais, il a tendance à essayer de corriger l'avion Ouais, et pensant qu'il fait bien. D'ailleurs, tu l'as ouais, vu, 37-200, c'est ce qu'on faisait au ouais, décollage. ouais, 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 Et on n'arrêtait pas d'essayer au lieu de mettre l'avion dans les moustaches sur le 37-200 ou ouais, dans le FD, enfin, ouais, ouais, le truc, on essaye d'annuler des trucs, alors que le trim, il est là pour annuler des efforts ouais, ouais, ou aller dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, c'est ça qui est d'accord. extraordinaire. Mhm. Et je vais te dire, c'est vrai que quand tu vois l'ergonomie du side stick du 330, il se pilote avec le pouce. Ah bah oui, j'imagine, oui. C'est-à-dire Déjà, j'ai vu qu'il était déjà, quand il est au neutre, il est déjà un peu incliné vers l'avant, de manière à ce que le poignet soit dans une position ergonomique. Oui, d'accord. et quand tu mets le pouce dans le creux side stick, Ouais, le simple mouvement de bouger seulement le pouce, ouais, l'avion a des inputs électriques pour ouais. aller dans le Mhm, sens des mhm. inputs. C'est
dans le Oui, donc on peut répondre à y dire, hein, il n'y a pas de retour de force, hein. non, Dans le il n'y a pas sightseeing, il n'y a pas de retour de ça force. ici. Non. D'ailleurs, C'est finalement, c'est toute la différence de philosophie entre Boeing et Airbus, quoi. C'est que Boeing, tu as, même sur les fly-by-wire comme le 777, le 87 et tout ça, tu as quand même le stick force. exact. Voilà, voilà. Et même sur le. D'ailleurs, ils ont eu des difficultés au début avec le 777 puisqu'ils l'ont mis sur yoke en Hmm. fly-by-wire, par input électrique. Ouais, Et il y avait même un bulletin d'ailleurs, si Pagnol est là, il peut nous en parler sur le Club 7, de dire do not use, qui met les raiders sur 330. Ça m'a ouais, essayé de faire ça modérément, dans le ouais. sens de la correction, et non pas dans le sens parce que ben, là, dire qu'on a tient. Et bon, Oui, c'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme la philosophie du fly-by-wire est totalement différente, parce que finalement, soyons clairs, le reconstituteur d'effort sur Boeing, il est fait pour t'éviter, pour t'empêcher de faire des manœuvres trop brutales sur les commandes. C'est-à-dire que si tu veux faire une ressource rapide, ça va être difficile de le faire. Bon, bref, et plus tu vas aller vite, plus le manche va être dur. Je dis ça pour résumer, pour les gens qui n'ont jamais piloté, hein. Donc, mais finalement, avec le fly-by-wire, à partir du moment où l'avion lui-même, de par ses computers sur les commandes de vol, il lui est interdit de sortir du domaine de vol, il est évident que le reconstituteur d'effort n'a pas la même importance qu'il pouvait avoir sur un avion à commande par câble, c'est clair. Voilà. Salam Jolie, salut Jamil, hola, qu'est-ce que accepte quoi? Ah, tu veux monter? Accepte. Libre free. Et doublement libre. C'est exact, c'est ça que je te dire. Libre free. Oh, libre free, j'ai accepté, alors. Where are you? Tu me demandes d'accepter, mais tu ne. Attends, je vais voir. Ah, tu pourras pas monter de 172. Même si j'accepte, tu pourras pas monter. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de follower. Ah, d'accord. Mais pour avoir des followers, il faut quand même bien se faire connaître, non? Exact, exact. C'est un peu un cercle vicieux, alors. Oh, c'est le principe du TikTok. Ouais, Il y a de plus en plus de trucs qu'ils ont mis. Moi, ça fait longtemps, enfin, ça fait longtemps, ça fait un moment. ouais. Oui, Chanel, là aussi, vous nous avez manqué. Voilà. On voulait te laisser tranquille pour préparer ton été. Voilà. L'été à Montréal. Oh, Je me faisais la remarque tout à l'heure. Tu te souviens quand on a commencé à piloter, le Cherokee nous paraissait gros. c'est vrai. Parce que je voyais des images d'avions, je disais, tu te rends compte quand on a commencé, non, mais on a vu le Cherokee, ou moi à l'époque le CP301, le Jodel 112, des trucs comme ça. On trouvait ça gros, on trouvait ça compliqué, hein. C'est- Après, par rapport à ce qu'on a piloté, hein. c'est une C'est réalité. pour ça tu le dis souvent d'ailleurs, le meilleur avion pour chacun de nous, c'est le dernier qu'on a piloté, quoi. Il n'y a rien à faire. Exact. Et oui. Et il y a un copain, je ne sais pas s'il est à l'écoute ici, il est commandant instructeur, c'est 1900. Ouais. Et Tassili travaille bien. Donc, quand on prend le café des fois le matin et tout, et je lui dis, comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois un petit peu la progression? Oui, il me dit, oui, mais bon, pour l'instant, moi, je suis bien. Je lui dis, mais il faut te sentir bien, sinon, si tu n'es pas bien, c'est que Ah ben l'avion. oui, si t'es pas bien, c'est... Voilà. Et donc, voilà. Mais bon, chaque pilote, effectivement, comme je disais à mon neveu, je lui disais, les deux actes de carrière d'un pilote, c'est d'abord, on préfère, non, c'est trois.
d'action. C'est de rentrer faire pilote, être first officer pendant un certain moment et passer commandant de bord. Le Voilà. reste, gars, c'est des options. Absolument. Comme je dis toujours, hein, parce que des fois, le gars, il dit, ouais, mais il est commandant de bord sur, par exemple, bon, comme tu dis, Beech 1900. Mais je dis, ben, être commandant de bord sur un avion, c'est être commandant de bord sur un avion. Il n'y a rien à faire. C'est pas la grosseur de l'avion qui fait le commandant de bord, hein. Non, 31 000. Non, l'IA n'est pas là pour aider la décision du captain, non. L'IA, si tu veux, tout ce qui est intelligence artificielle est exactement incluse dans ce qu'il y a dans l'avion. Donc, c'est de l'intelligence. C'est des computers, c'est des appareils qui discutent entre eux. Donc, c'est de l'intelligence que tu veux. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas comme, par exemple, ChatGPT, tu poses une question, il va te donner une réponse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. L'interaction se fait entre les computers, la décision, en fonction des procédures et des checklists, revient au CDV, au captain, et à l'équipage en réalité. Et c'est comme ça. Donc, l'intelligence ne s'initie pas dans la décision. C'est pas à un moment donné, Belek dans un futur proche, Belek à un moment donné, il y a une voix qui va s'exclamer, elle va lui dire arrête de faire le con, par exemple. C'est possible, hein. Tout est possible. Lâche les commandes, arrête de faire le con. Parce que maintenant, sur un 350, si tu as un TCAS Advisory et ensuite Resolution, enfin Resolution surtout, même si tu touches, l'avion ne te donnera pas la main. Il va escaper tout seul. Bon, tu rajoutes dessus une voix, oui, il va te dire allez, lâche les commandes. Voilà. Ce qu'il faut que les gens comprennent par rapport à l'automatisation des avions, c'est que le principe est le suivant. Quand on regarde un peu la problématique qui était celle des avions avant la poussée, enfin avant l'ère des ordinateurs embarqués, etc., quelle était la problématique? Bon, il fallait que face à une situation, panne en particulier, toutes les pannes techniques, il fallait que les pilotes soient capables d'analyser la panne en voyant différentes indications sur leur tableau de bord, et que, ce faisant, ils identifient le problème et qu'ils choisissent dans la checklist qui était pertinente pour régler ce problème. Très bien. Ça, c'était déjà une première problématique. La deuxième problématique était de piloter l'avion le plus précisément possible pour être le plus efficace possible dans tous les cas de figure. Bon. L'automatisation est arrivée là-dessus qui va faire deux choses. Elle va jouer en fait sur les deux tableaux. D'abord, des pilotes automatiques de plus en plus performants qui sont capables donc de piloter l'avion dans les trois dimensions, puisque avant on avait à la limite, quand on avait lateral navigation, on l'avait, mais on n'avait pas la vertical navigation, par exemple, d'accord? Et tous les avions n'étaient pas équipés d'automanettes ou quoi ou qu'est-ce. Et même quand il y avait des automanettes, donc quand on pouvait régler la vitesse, c'était le pilote qui donnait la vitesse à laquelle il voulait que l'avion vole. Bon, maintenant, tout ça est calculé et on fait le pilote automatique fait de la navigation latérale, donc comme son nom l'indique, hein, naviguer pour aller d'un point à un autre, et la navigation verticale, puisqu'il gère la montée, la descente, les vitesses, etc. Très bien. Et en matière d'identification de panne, les ordinateurs maintenant sont capables de dire voilà qu'est-ce qui ne marche pas et de nous sortir la checklist qui va bien pour régler le problème. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il est possible qu'il y ait des pannes qui ne soient pas tout à fait répertoriées ou qui se produisent de manière pas tout à fait de la même manière que celle qui était prévue par le programme, et que donc les pilotes dans ce cas-là sont obligés de faire le même effort qui était celui qui était fait avant, de choisir la bonne décision. Ceci étant, la prise de décision reste toujours, comme l'a dit Nourdine, la prise de décision reste toujours à l'équipage. Parce que l'avion va vous dire faites telle et telle checklist, coupez tel ou tel circuit, mettez tel ou tel circuit en, peu importe, mais la décision d'aller où aller, comment faire, etc., ça c'est l'équipage qui doit le... Alors il possède de plus en plus d'informations sur
sur l'état de l'avion. Il est aidé de plus en plus par des systèmes de pilotage automatique qui sont de plus en plus performants, puisque par exemple, maintenant tous les avions modernes sont capables de gérer la panne moteur sous pilote automatique, ce qui n'était pas possible avant, etc., etc. Mais ceci étant, la décision finale revient à l'équipage et au commandant de bord en particulier. AIT, AINT, AINT. Non, c'est pas pour ça que l'officier mécanicien de bord est devenu obsolète. D'abord, il n'est pas devenu obsolète. C'est pas une question d'obsolescence ou quelque chose comme ça. C'est à un moment donné, pour la ressource humaine et pour les raisons économiques et par souci d'avancement technologique, le métier de mécanicien individuel est remplacé par, dans les 37, un master caution, donc tout ce que, et pas exécutif de place aussi, parce que de plus en plus, les moyens courriers sont devenus fins, plus ou moins petits. Par exemple, par rapport au 27, vous prenez le 37, il était petit par rapport au 30. Donc, ils ont mis un master caution qui a remplacé le mécanicien navigant. Et quand il y a un pavé qui s'allume, c'est comme si que le mécanicien navigant appelait à alerter cette panne. Sur l'Airbus, c'est les ICAM. Donc il y a l'ICAM qui va s'allumer, qui va identifier le problème et permettre à l'équipage d'aller vers la checklist pour la traiter. C'est pas l'obsolescence, ou parce qu'ils ont bien voulu enlever. Mais Airbus est en train de réfléchir même à mettre un pilote à bord. Donc voilà. En plus de ça, il faut savoir que la conception même des avions, des circuits a changé. Moi, je prends toujours l'exemple entre le 727 et le 737. 727 donc était à 3 et le 737 qui était avec le DC-9, les deux premiers avions à 2 avec le BAC 111 également. Bon. Si je parle du 37 par exemple, on va comparer les circuits électriques. Sur le 727, on avait 3 alternateurs, parce que 3 moteurs. Les alternateurs étaient connectés en parallèle. Ils étaient connectés sur une bus en parallèle, et donc, il fallait, avant de connecter, quand on connectait un premier alternateur, et pour connecter le deuxième, il fallait mettre ce deuxième alternateur en phase avec le premier, parce que comme il allait débiter sur une même barre d'alimentation, ce qu'on appelle une bus, s'il avait été avec la moindre différence de phase, eh ben évidemment, le courant résultant sur cette bus n'aurait pas été correct. Donc déjà, vous voyez que les alternateurs, pour pouvoir les connecter, il fallait faire un travail de en réglant la fréquence de l'alternateur, en jouant donc sur ce qu'on appelle le CSD, l'entraînement à vitesse constante de l'alternateur. Donc il fallait toute une action. C'était dans le but, en fait, ce circuit était constitué comme ça, pour que dans le cas où un alternateur lâcherait, il n'y avait pas de gros problèmes, puisque les deux autres étaient connectés sur la même bus, et donc tout continuait de fonctionner normalement. Très bien. Mais quand on perdait un alternateur sur 727, il fallait faire des délestages pour ne pas faire sauter les 2 alternateurs qui restaient, etc. Donc vous voyez que le circuit était conçu de manière à ce que l'intervention humaine était absolument nécessaire, aussi bien pour connecter que pour pallier une panne ou un truc comme ça. Sur le 37, même avion, hein, même moteur, mêmes alternateurs, etc. Mais conception plus moderne. Chaque moteur a son alternateur, sauf que les 2 alternateurs, ils débitent chacun sur une bus qui alimente, donc l'alternateur gauche, il alimentait le circuit gauche, et l'alternateur droit, il alimentait le circuit droit. Et que si un des 2 alternateurs venait à lâcher, eh bien, celui qui est encore valide prenait automatiquement le relais, au travers d'un transfert automatique, et les délestages, c'est-à-dire donc les servitudes qu'il fallait arrêter pour éviter que l'alternateur qui reste ne saute, ne soit en surcharge, les délestages se faisaient en automatique. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, ne serait-ce que pour ce circuit-là, la présence d'un mécanicien navigant ne se justifiait plus. Et tous les circuits ont été revus de cette manière. C'est-à-dire que sur les avions avec mécanicien navigant,
on pouvait intervenir sur un tas de circuits. On pouvait intervenir, couper tel endroit des circuits, aussi bien hydraulique, électrique que pneumatique, etc. Alors que sur les avions où il n'y avait plus de mécaniciens navigants, ben, tout ça se faisait en automatique. Voilà. La prise en charge automatique des anomalies, elle se faisait immédiatement et par les systèmes eux-mêmes. Voilà. Donc c'est ce qui a permis de supprimer le poste du mécanicien navigant. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu vois sur Airbus, la panne la plus un petit peu enquiquinante, c'est la panne électrique aussi, parce que Oui, là, tu es en train de faire, comme tu disais, les délestages d'une façon manuelle et tout. C'est pareil, sauf que c'est un petit peu plus perfectionné que par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, tu enlèves ça, tu remets ça, tu enlèves ça, tu remets ça, tu enlèves. Pour faire de la discrepancy entre les systèmes pour voir réellement qu'est-ce qui déconne ou pas. Bon. Mais bon, tout ça, c'est étant. le seul cas où ça se justifie toujours, c'est pour le feu d'origine électrique, quoi, hein. Il n'y a Et rien à faire. rien, rien. Là, il faut vraiment faire une recherche, quoi. Voilà. Nous, le 31 000, différence entre 37 800 et 37 700, ben, donc, comme ça d'entrée, on a le 700 € à Alger, il a été utilisé en cargo. Mais bon, le 800, même le 700, bon, c'est une question de capacité aussi, hein, capacité passager. Tu as le 600 qui prend 101 place, le 800 qui prend 160 jusqu'à 162, le 700 en version passager à peu près 145, etc. Bon, voilà, et voilà, masse et tout, voilà. Alors, comme on a dit, ceux qui veulent parler de formation, ils tapent F. Ceux qui veulent parler de truc général D, divers, et spécifiquement aéronautique A. Tu as créé ce code-là. Enfin, oui, comme ça, c'est parce que tout à l'heure, j'avais trouvé que c'était bien parce que personne, celle qui voulait monter, elle avait tapé F, mais n'a pas assez de trucs pour monter, de followers pour monter. Par contre, l'autre là, elle me pose la question si encore et toujours, pourquoi, tac, 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 vous parlez pas, bon, bah, encore une fois, نفهموكم ونعاودوا لكم. يعني أخي قلت لك ونتكلم العربية بصح العربية الدارجة. On parle le dialecte, mais pour parler aéronautique, ما نجموش نتكلموا بالعربية parce que on va déborder sur des termes صافي نكونوا من الخليج، صحاب الخليج يجموا يهضروا معاكم بالعربية. Mais alors, vous allez rien comprendre quand ils vont parler aéronautique en arabe, sauf quand ils vont utiliser des termes, ils vont les utiliser en anglais. Donc, voilà. Quel mot va falloir aussi, parce qu'on maîtrise cette langue et on arrive à s'exprimer fier de la langue et c'est tout. Oui, Alors, ben, il y en a rien qui veut qu'on parle de la caravelle. Bon, ouais, moi, quand je suis rentré à la compagnie, il y avait encore une ou deux caravelles qui volaient, mais j'ai jamais volé dessus. J'ai volé comme passager, mais pas comme pilote. Ben, c'était à l'époque, pour l'époque, c'était une innovation technique extraordinaire. Un biréacteur, des réacteurs à l'arrière, donc des ailes libres de tout, avec une finesse extraordinaire pour l'époque, des capacités magnifiques par rapport aux avions de l'époque qui étaient. Parce qu'il faut savoir que quand la Caravelle est sortie, il y avait la plupart des avions de ligne étaient des avions hélices, hein, donc il y avait guère que le Comet en avion à réaction et le Boeing 707, hein, qui étaient des longs courriers, mais en moyen courrier, il n'y avait que des avions à hélice, hein. exact. Et donc la Caravelle a été un truc extraordinaire. C'était un avion qui était volé à trois, hein, il y avait un mécanicien navigant à bord, avec des réacteurs simple flux à l'époque, donc c'était un avion qui était assez bruyant, mais qui avait quand même des capacités d'un avion moyen courrier. Je crois qu'il était limité aux alentours de 60 tonnes ou un truc comme ça au décollage de FR. Et les dernières versions, ils étaient équipés des Pratt & Whitney et JT8, les mêmes réacteurs qu'il y a eu sur qu'il y avait sur le 37 et le 727, voilà. Mais bon, c'était un avion magnifique et pareil à piloter, c'était une merveille, hein, ce truc. Finesse, tout ça. Moi, ce que je me souviens bien de la Caravelle, c'est quand
Il était équipé d'aérofreins parce qu'il avait une finesse qui était très importante. Il avait une finesse de 22, c'est-à-dire qu'il était capable de planer 22 fois son altitude. Et comme il avait une grande finesse, il était difficile un peu à arrêter, hein, ou à diminuer la vitesse. Il y avait des aérofreins, non pas des spoilers, il y avait des vrais aérofreins. Et les aérofreins étaient tellement efficaces que lorsque l'équipage devait sortir les aérofreins, les passagers étaient prévenus. On nous disait attention, il va y avoir sorti des aérofreins, donc il fallait bien attacher sa ceinture, parce qu'effectivement, l'avion marquait quand même une décélération assez brutale. Il n'y avait pas de reverse sur les premiers modèles, stade 1, stade 2, et il n'y avait pas de reverse, donc c'est freinage sur les roues, avec un système qui était l'ancêtre de l'anti-skid qu'on appelait le max arrêt. C'était assez, bon, ça marchait. Enfin, je sais que ça rentrait en aquaplaning, c'était un peu problématique. Et d'ailleurs, comme il n'y avait pas de reverse, il y avait en sécurité, il y avait un parachute de queue. Au déployé. cas où l'équipage avait un problème de freinage, il pouvait déclencher le parachute. Voilà. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Il prenait, je crois, une centaine de passagers. Voilà. Une très belle machine, mais bon, qui, bien évidemment, a Descendant. passé son temps, elle a fait son temps. Voilà. Razir, Taïeb, non, j'ai pas travaillé aux US. J'ai pas volé aux US. Vous connaissez Captain Jack? Bien sûr, qui ne connaît pas Jeff? Qui Il n'est n'a pas été que sur 330, hein. Il a été sur plein d'avions, sur Hercule, sur Fokker, il a sur fait du Fokker, il a fait du Hercule. 37, du 27. Ouais. Un excellent camarade, un excellent pilote, un monsieur, un très grand sportif aussi, un grand monsieur que je salue ici. Voilà. Algeria, people. السلام عليكم. Alaykoum salam. الله وشحالكم لاباس؟ Ça va, alhamdulillah. والله لاباس. Oui. تفضل. والله طلعت باش نلقي عليكم تحية. تحية. تحية متبادلة. ميكرو تاعك ما سمعوا فيك. افيك بليزير. بس سي بيان. ربي يخليكم. ما عندكش أسئلة ولا ما عندك والو ما عندكش. والله والو، والله جيت طلعت نلقي عليكم تحية، هذا ما ليش ما تقولش أنا؟ نتيقوك راك باينة بلي ما عندكش أسئلة راك باين. ربي يخليك. صحيت. مشكور صحيح. صح Algeria people. Les avions russes de transport ne sont pas aussi répandus. Je pense que c'est une affaire en fait, de rentabilité économique. Hein. Les avions russes ont été réputés pour être bien assez fiables, être capables d'opérer dans des conditions difficiles, etc. Mais par contre, au niveau performance, gros consommateurs de carburant, etc. Et puis je pense que les Russes sont très forts en matière d'aviation militaire, indéniablement. Mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément poussé le travail sur les avions de ligne. Voilà. Les avions chinois, bien sûr, ils seront homologués un jour, hein. Pas de problème. De toute façon, ils sont homologués pour leur pays pour l'instant. Pour leur pays, voilà. En attendant la certification Europe et State. Salut. Salam alaikum. Alaykoum salam. Commandant, Sahaïdkoum d'abord, Merci de même. où vous êtes, quand on dit icône, c'est icône. Mais je suis commandant de bord. Icône de l'aviation algérienne. Il faut faire gaffe. Sans vous jeter des roses. Hein. Il faut faire gaffe à cet homme. Je veux m'expliquer, que vous m'expliquez, voilà, c'est vous qui parlez. Pourquoi l'avion de Tamanrasset Alger a fait un crash en 2003? On nous a relaté
que le réacteur ou bien le moteur droit a pris feu. La femme, la femme pilote qui commandait, au lieu d'actionner l'extincteur droit, elle a actionné l'extincteur gauche. Vous l'avez lu où ça? Voilà comme j'ai Vous avez lu ça où? en 2000. Oui. C'est بكبير. أنا أقول لك أنا je badine pas surtout sur l'aviation. Je ne parle pas. Si j'ai pas une source D'accord. Appelez-la fiable, ça. je ne parle Appelez-la pas ça. avec. Appelez-la sauce. Alors, si vous regardez le rapport officiel de Bah, l'accident, le rapport officiel, d'accord, Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il stipule que Madame Yousfi, la copilote, voilà. elle était copilote. Hein. elle était copilote, C'était elle qui était aux commandes, elle était pilot flying, et elle a parfaitement corrigé la trajectoire de l'avion. Ça, c'est attesté. C'est attesté. Et il n'y a pas à revenir dessus. Elle a fait son boulot magnifiquement. Il s'est trouvé que l'équipage, pour une raison X, Y, Z, sur laquelle je ne veux pas revenir ici pour ne pas polémiquer, le train d'atterrissage n'a pas été rentré. Or, un avion de ligne, tout avion de ligne, est prévu décoller en subissant une panne moteur au décollage et satisfaire aux capacités de montée qui sont requises, etc., à la condition que le train d'atterrissage soit rentré dès que l'avion quitte le sol. Ce qui n'a pas été fait dans le cas du crash de Taman 7. Donc, l'avion, avec le train sorti et un moteur en moins, n'avait pas assez de puissance. Et quand le train est sorti, la traînée aérodynamique est importante, et ce qui diminue les capacités de montée de l'avion. Et l'avion n'est pas certifié, il n'est pas en quelque sorte qualifié à monter avec un moteur en panne et le train sorti. Ils auraient rentré le train, ils s'en sortaient. Celui qui vous parle, commandant de bord, retraité maintenant, j'ai subi 5 pannes moteurs, dont 2 Il au est décollage. connu, plus que tu. Bon. Il est connu Bon. plus que tu bon, hein? Attention. Attendez. Donc, dont 2 au décollage. J'ai eu 2 pannes moteurs au décollage. Et je suis toujours vivant. C'est tout simplement qu'on a rentré le train d'atterrissage. D'accord. Tout simplement. Donc, il n'y a pas autre chose. Et la copilote, Allah Rahma, a parfaitement fait son travail. Et je tiens ici à honorer sa mémoire. Alors maintenant, Razir, dis-nous. Barakallahu fik. Oui. Razir, attends. Dis-nous maintenant où tu as lu qu'elle a percuté le mauvais extincteur du moteur. ماشي تسمعها ماشي قالوا لك ماشي قالوا لي. Non, Anna, je crois pas on m'a dit. Ouais. Moi, je crois à ce que j'ai lu. وين اعطيني Et le rapport. في جوجل لا في جوجل Google, نقول لك حاجة. سامحني je vous rajoute autre chose. احنا كنا رحنا مع المولودية باش نقول لك بلي وماتوا فيها عيطة. شوف مليح في جوجل شوف ماتوا عباد تاع المولودية ماشي لي جوار لي ريسبونسابل وكذا. اسمع وانا جيتي ولا فيرسيون لا فغي فيرسيون تجيني من عندك. Alors, Taher, depuis tout à l'heure, JB est en train d'expliquer ce qui lui est arrivé en personne. Moi-même, j'ai eu une panne moteur, un sévère damage de décollage à Timbuktu. Exactement dans les mêmes conditions, exactement le même avion. Je suis là, 40 ans après, en train d'en parler. Le seul truc que vous devez croire et prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le rapport factuel de l'enquête. Mais chez Google, je peux mettre des choses et vous dire, je suppute, je crois, je pense que Lucan, ils auraient dû.
Les rapports dans l'aviation, c'est tellement sérieux que c'est pour ça que ça prend 1 année à 2 ans d'enquête. 1 année à 2 ans d'enquête. On passe tout en revue, tout, jusqu'à ce qu'ils ont mangé la veille, ce qu'ils ont fait, avec qui ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont vu, etc., etc. Donc, les seuls rapports auxquels vous pouvez vous fier, c'est les rapports des bureaux d'enquête-analyse. C'est les seuls auxquels vous pouvez vous fier. Vous ne pouvez pas vous fier comme à n'importe quelle information qui est lancée par El Kébir. Oui, oui, elle aurait dû faire ça hein, parce que ما خدمتش مليح par exemple ولا هذه ولا non, c'est pas comme ça. Voilà. Sauf, s'il y a une chose dans l'aéronautique, d'ailleurs je pense que dans d'autres domaines ça doit être pareil, en médecine, quand il y a par exemple une expertise, il y a des médecins avec nous dans le chat probablement, quand il y a par exemple des enquêtes après suicide ou les deux trucs, le tahlil, après ils mettent un rapport. C'est le seul rapport qu'on peut croire. On croira ce rapport-là, pas à ce qu'on va dire, ce qu'on va inventer. Je peux te dire ce que je veux, hein, je peux inventer ce que je veux. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à partir de mon salon, ils auraient dû. Parce qu'avec les auraient dû, ou les si, on aurait refait tout le monde depuis ça. Vous avez remarqué que j'ai dit le train n'a pas été rentré. Maintenant, je ne dirai pas autre chose par rapport à ça parce que personne ne sait pourquoi le train n'a pas été rentré. On peut sortir tout un tas de théories, etc. Moi, je sais qu'en tant que pilote, quand j'ai vu la photo du crash, le lendemain, quand j'ai vu l'avion crasher avec le train sorti, j'ai dit, bon, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Ils ont eu une panne moteur. Le train n'est pas rentré pour une raison X, Y ou Z. La clé du crash, elle est là. C'est tout. Parce que on apprend ça dès qu'on commence nos études de pilote, que un avion, pas de moteur au décollage, c'est prévu dans les hypothèses de travail. Et quand on calcule la masse maximale d'un avion au décollage, etc., c'est en partant de l'hypothèse que nous allons perdre un moteur. Attention, le moteur, on ne le perd même pas quand l'avion est sorti et a quitté le sol. On le perd un peu avant qu'il ne quitte le sol. Vous voyez un petit peu à quel moment il est prévu de perdre un moteur. Donc, tout décollage est prévu se produire avec la panne d'un moteur et la procédure est immuable. Positive rate, dès que l'avion décolle, le train sur rentrée. C'est la première action qu'il faut faire. Pourquoi ils ne l'ont pas faite, ça, je ne peux pas le dire. Mais toujours est-il que le problème est là, c'est tout. Voilà. Alors, et le rapport d'accident est très clair, qui dit que l'avion a fait une légère embardée à gauche. Si ma mémoire est bonne, c'était 15 degrés de variation de cap, qui a été corrigée. Exact. Qui a été corrigée. Et ça, c'est les enregistreurs de vol. Il n'y a rien à discuter. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, c'est du fait de la panne du moteur gauche. Bien évidemment, au moment où il y a la panne, il y a une poussée dissymétrique. Donc, l'avion a tendance à tourner du côté du moteur qui est en panne. Mais la copilote qui était aux commandes a corrigé et l'avion a été remis sur le cap qui devait être le sien. Et tout. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Strictement rien à dire. Voilà. Merci, Razir. Merci. Voilà. Merci pour l'info. Voilà. Moi, je suis journaliste, mais pas pilote. Oui, bah, justement, mais nous, on essaye justement, parce que on essaye de faire en sorte que les journalistes, parce que on ne peut pas parler des domaines qui ne sont pas les nôtres. Mais très souvent, quand ça parle d'aviation, on voit des journalistes ou on lit des journalistes qui disent un peu n'importe quoi. Alors, on ne critique pas parce que c'est pas votre métier. Non, c'est pas votre métier. Mais nous qui sommes des professionnels, même à la retraite, nous sommes des professionnels. On vous dit la réalité. On est honnête, clair, net et précis. Et nous, on se base sur des faits. Aussi bien Nourdine que moi, nous avons tous les deux fait partie de conseils de commissions d'enquête, etc., etc. Donc, on sait exactement de quoi on parle. Quand il y a un accident, c'est des faits, on commence d'abord par se taire, on ne dit rien parce qu'on ne sait pas, et quand il y a les faits, il va falloir les décortiquer
Vous pouvez pas savoir. Vous savez, nous, dans notre carrière, on a eu l'occasion de travailler sur des incidents ou des accidents qui ont été connus ou pas connus du grand public. Vous pouvez pas savoir jusqu'à quel point de détail nous allons pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les responsabilités, etc. Voilà. En tout Merci, cas, Razak. nous serons toujours, si vous avez besoin d'informations sur ce domaine-là, on est à votre disposition. Voilà. Merci, Razak. Barakallahu fik. Je vous remercie, mais comme nous, les journalistes, la censure et le montage. Ah. Non, 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 sauf. non, non. Vous Il m'avez n'y a pas de compris. censure pour nous. Il n'y a pas de Sauf censure pour dans nous. l'aéronautique, Il je n'y a vais te pas de dire un censure. truc, Razak. En tant que journaliste, dans l'aviation, il n'y a pas de censure. Il y a des non-dits, des fois, pas en attente de compléments bancaires. Mais il n'y a pas de censure. Pourquoi? Parce que l'aviation, depuis que l'aviation a vu le jour, avance avec les erreurs, justement, et avec l'étude des erreurs et l'amélioration des problèmes. Donc, Très bien dit. si tu censures, c'est que à un moment donné, tu vas accumuler des problèmes et donc ne pas avancer. Donc voilà pourquoi je te dis, il faut vous en tenir au rapport factuel émis par le bureau d'enquête. Ok, That's c'est l'heure fatidique pour moi. À tout à Vas-y, l'heure, je vas-y. reviens. Voilà. Merci Razir, hein. Salut. Barakallahu fik. Sahid. Mes respects. Ou Sahid. Saïd qu'une deuxième fois. Sahid, merci de même. Sahid. Ça. Salut joli cœur et Rides, vas-y. Alors, merci beaucoup. C'est une grande émotion que de rentrer dans cette room. Et je confirme que vous êtes des icônes. Que ce Non. soit, si. Allez, Que ce soit en pédagogie, que ce soit en historique, que ce soit en heure de vol, qui m'habite. Que ce soit aussi en gentillesse. Pour le crash de Taman Rasset, ما تعرفنيش مليح. نعم. ما تعرفنيش مليح pour la gentillesse. أو نعرف justement نعرفك مليح انت اللي ما تعرفنيش مليح et je peux citer un témoignage surtout pour Razir. J'aurais voulu qu'il soit encore là parce que Il est là, pour le il est à crash l'écoute. Il est là, il est à l'écoute. il est à l'écoute, eh ben tant mieux parce que en ce temps-là j'occupais un poste où justement j'ai géré la presse. Et je peux lui confirmer que les gens et les équipages ont parfaitement fait leur travail. Dixit, la commission d'enquête. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur une dame extrêmement gentille, extrêmement compétente, qui était le commandant Yousfi. Et de l'autre côté, il y avait un gars qui s'appelait le commandant Benaouisha. Elle était copilote, elle était copilote. Copilote, oui. Vas-y. Trois barres. Donc, je confirme juste que le travail était très bien fait. Dixit, le BEA, et j'étais témoin. Bon, la presse en ce temps-là était chouïa débridée, elle cherchait un petit peu le sensationnel, Normal. jusqu'à citer des choses qui sortaient de leur contexte. Ça partait de l'attentat terroriste en passant par beaucoup de choses. Et en tant que témoin, Évite les termes, évite les termes. absolument, oui, c'est l'histoire. Oui, je Avec comprends, le je comprends. T. Je Relax. m'excuse. Je m'excuse. Voilà. Ce que l'on sait. Bon, alors il me reste plus qu'à vous remercier, Monsieur El Kébir et Monsieur Mourad, pour votre pédagogie. J'apprends beaucoup grâce à vous et je vous remercie grandement. Et je m'excuse si j'ai interféré ou causé un quelconque souci. Je m'excuse vraiment, hein, parce que je vous admire et vous respecte beaucoup. Voilà. Merci à vous. Encore une fois, mille excuses. De rien. Sauf le seul truc, c'est qu'on demande aux gens quand ils montent dans le guest d'avoir le micro sur off. Voilà qui m'a. Pourquoi? Parce que quand le gars est en train de parler, ou la JB, ou la moi, ou la quelqu'un d'autre, un gars qui est dans le guest, et quand quelqu'un monte avec son micro allumé, ça perturbe le truc, il y a un retour. Et donc, pas
يعني يا سي بانيول داير يسموك بانيول نورمالمون ما نتكلمش معاك بالعربيه مي سي با غاف غادي يتكلموا معاك بالعربيه يا سي بانيول يا سامي يا لومبيشور دو تورني اون رون داكور اللي يطلع هنا في الجيست يطفي الميكرو تاعو اوكي هيا زيد بانيول tu veux monter ou pas Il y a Nounou 31, on va voir si. Oui, 31. السلام عليكم. Nounou 31 000, vas-y. السلام عليكم، صحة عيدكم. Merci, de même. كابتن كبير، عندي واحد لا كيسيون بارابور دو فيول. Ouais. باغ اكزومبل مين يكون عندك باغ اكزومبل فول الجي بي كان مانيش عارف ديرو 110 طون باغ اكزومبل ما على باليش انا شحال لا كونتيتي اكزاكت 110 tonnes ياك bzaf. 110 tonnes bzaf à l'GPK. Il faut vraiment que tu sois vide pour mettre 110 tonnes. ما على باليش. المهم غادي نبوزي لك شوف دي فوا لي كوموندون بور يزيدوا لا كونتيتي اون كا ستادير بروبليم ولا ينجم يديروا تي تكون عندها لا كونتيتي كيما يقول لك نيسيسير. Non, non. Il faut pas partir de choses fausses. Parce que راك مشيت بحاجه غلطه. Le commandant de bord ما يزيدش la quantité de fuel باش dans le cas win. Non. La quantité de fuel, elle est étudiée en fonction. خليني نفهمك ومن بعد كاين ان فول كيما قلت انت خط الجي بي كان اوكي الجي بي كان فيه 11 ساعه 10h50 11h disons à peu près en ligne donc fait ce qu'on appelle le trip fuel. Le fuel il est calculé en fonction du jour, des vents, de l'altitude à prendre, des niveaux pour arriver. Ensuite zidela la réserve de route, le roulage, le micro-tax s'il te plaît parce qu'il y a un retour. Non. Voilà, merci. تزيد لها les réserves de route, تزيد لها le dégagement dans le cas où تلحق تم où il y a un problème ما تجيش تروح ديجاجي في ايروبور واحد اخر وتزيد لها لاتونت واحد الحسبه تاع الفيول اللي تسنى بها باش دير لا بروسيدور تاعك اكسيتيرا. دونك اللي تهضر عليه انت سي سكون ابل مين يزيد الكوموندون ما عندهاش الحق يزيد بزاف الفيول من راسو. Il peut mettre ce qu'on appelle la goutte du commandant. C'est-à-dire, si le vol, l'avion, pour ce vol-là, doit prendre, par exemple, 79 tonnes, il peut prendre 80, par exemple. Elle dit qu'une tonne, elle ne va pas le gêner pour la masse, elle ne va pas le gêner pour le décollage, elle va pas... Et c'est un truc en plus. Mais il faut savoir que plus tu prends de fuel, plus tu es lourd, plus tu vas consommer. Donc au contraire, il faut prendre le fuel nécessaire pour faire le vol. Bark. ماشي خاطر سيدو هكا سهله اللي يدير فول قال اليوم يا عادي ما عندي يا اورون كونستانتين ولا ندي 20 طن. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vas-y Loulou, maintenant tu peux y aller. parce que حبست كاع على هذه. يدير بارك الله فيك. لا غير باسكو شفت واحد الدوكيومونتير على لي كومباني لو كوست بغاو يديروا دي زيكونومي بارابور لا كونتيتي دو فيول. راك فاهمني؟ حنا دي فوا كيما قلت انت الساعه قلت اون كا دو بروبليم ولا ينجم ينقص هذاك الفيول ستادير بور اتيري اون تو سيكوريتي اكسيتيرا. فهمتني؟ دونك هذا سي با غاسبياج سي باسكو هذا الفيول سي دو لارجون كوميم. Alors اسمع نونو وي الكومباني داك تهضر عليهم ou de toute façon que ce soit les compagnies low cost ou les sont à côté des sous ou les 5 stars qui mettent dans le Moyen-Orient ou là l'Europe ou كل شيء c'est normal. Le fuel غالي واش يديروا غادي يحكموا لو فول ويخدموه دون فاسون سيانتيفيك. Je t'ai invité, Paniol, qu'est-ce que tu me racontes? Je t'ai invité, mais apparemment, attends, je vais relancer ton invitation. Parce qu'apparemment, tu n'arrives pas. غادي نكمل لك. دونك يحكموا لو فول هذاك ويدرسوه بالليترو غادي نقول لك بالليتر. داكور. و بلوس
مش الحالة بلوس ينقصوا باغ اكزومبل في لي ريزيرف دو روت في لاطونت باسكو يقول لك بون باغ اكزومبل بيكي في تري بو au lieu باش نخلي 2 طن 100 باغ اكزومبل ندير 2 طن مي هذيك حسابات ماشي من دايت راسك ومي تلحق يلحق جوست لو فيول il y a juste le fuel nécessaire qui a été nécessaire pour faire le vol, où l'avion se pose en toute sécurité. Il est arrivé, pour X raisons, il y a eu des problèmes. Oui, par exemple, l'équipage, enfin le commandant n'a pas pris, même s'il a pris le fuel nécessaire à faire le vol, il est arrivé, par exemple, il arrive, et la météo n'est pas une science exacte, donc ça change. وش يصرى؟ غادي يبدا يستنى الحسبه اللي عنده الوقود هذاك الوقود جو بونس يقولوا الوقود لو فيول اللي خصها يستعملوا باش يستنى باش يجم يحط وإلا ما نجمش شاف باللي غادي يفوتوا الاوان على ذاك الوقت هذاك يروح يفا ديجاجي خاطر كان يريح تما ما يجيش يحط هذا ما دونك تو تي كالكولي ما تكسرش كاع باغنور جو تي encore envoyé le truc. J'arrive pas d'envoyer d'invitation, mais tu me dis je reçois rien, j'ai pas compris. بارك الله فيك. وقود لا هذيك سي النقود جولي كور الوقود Bonjour, الوقود salut à tous. on dit الوقود قاعدكم نزعق الوقود نيشان الوقود ولا الوقود وي الوقود ماشي الوقود والارجون سي النقود نقود نعرف العربيه حاسبيني حابس صافا انتم مليح كيفاه اشتهوا كيفاش جيبي راح يدير باربيكيو جيبي لو جينوسيد بلانيتير لا انا ما خلاتنيش بريجيت باردو ما خلاتنيش ouais. En fait, j'avais une question par rapport كاين واحد البروجي تاع ايربيس مع داسو تاع ان سول بيلوت ولا un truc dans le genre. Il est toujours d'actualité, c'est pas avec Dassault, il est toujours d'actualité. C'était pas avec Dassault? Non, il est toujours d'actualité. Tous les consortiums font ça. Ils sont encore avec Dassault pour construire, enfin pour arriver à encore restreindre le poste de pilotage à un seul pilote, et ça pour raison économique. Mais pour l'instant, ça ne peut pas se faire parce que les gens sont réticents. C'est comme par exemple les métros, le chauffeur, maintenant il n'y a plus de pilote, de chauffeur de métro, de tram, de trucs et tout, donc voilà. Donc, je pense qu'ils vont y arriver, hein, ça c'est clair. رامي شي قلت لي سلام تصلي يا استاذ انا شوف انا شو لا ما نصليش. Tu vois, si tu me poses une question simple, سلام تصلي يا استاذ قلت لك نو ما نصليش رامي فوالا جامع كيسيون مي سا نا ريان افوا مع الطياره انا على حسب شوف سي با غراف. بونجور نور دي pourtant البيلوت هو القريب من عند الله بليس نو non c'était un leurre c'est pas comme ça que ça marche parce que si في السماء يطير في السماء يطير بس il peut même intervenir le côté terre. Laura, tu avais posé tout à l'heure une question sur l'avenir du personnel de Tassili. Je ne peux rien te dire. Ils sont en train d'étudier cette histoire. Je ne sais pas s'il va y avoir une tutelle spéciale ou le reversement du personnel à droite, à gauche, créer une joint venture entre les deux compagnies. Pour l'instant, rien n'est défini. Donc, personne ne peut te dire quoi que ce soit. Ça serait des oui-dire. Voilà, ils vont faire ça. Mais personne ne sait réellement comment ça va se passer. Ça va se dégoupiller quand pratiquement Air Algérie recevra ses avions et que Tassili aussi recevra ses avions. Rami, tu as une question dans l'aéronautique ou عندك إذا في الطيران ولا تعطي بس تسألني السؤال هذاك؟ ها؟ الوجيه رامي خويا. Oui, mais moi je lui ai répondu d'une façon bougée.
Ah, voilà notre ami Farid. Salut. Salut Farid. Salut Salut, bonjour Farid. tout le monde. Madame, messieurs, comment allez-vous? Ça va, Allez, Riba. Ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. c'est bien. J'avais une question justement par rapport à entrer d'emblée tout de suite à chaud. Concernant, j'ai lu ce matin un article concernant donc les remboursements par rapport au retard. Il y a eu un changement là, radical depuis hier, me semble-t-il. Je sais pas si c'était au courant de l'info, on leur dit apparemment oui. Ouais. Alors donc ils ont donc diminué les remboursements, c'était 600 euros, donc c'est descendu 300. Et les retards, ils les ont augmentés, donc c'était 4 heures, maintenant c'est 5 heures. Quelle est la réaction des compagnies par rapport à ça? C'est bon, déjà, est-ce que c'est au niveau européen, c'est au niveau mondial? Je sais pas exactement. J'ai pas trop saisi le chose. Et non, chaque compagnie, d'ailleurs, avant de faire un truc comme ça, il passe par le consensus, enfin par data, par les autorisations, parce que c'est pas comme ça que tu vas pas rien pondre une loi ou un truc comme ça. Et tant qu'il y a une convention qui existe depuis le début, elle va être respectée jusqu'à ce qu'ils promulguent le texte réel et que ça soit mis dans le site de la compagnie. Parce que les compagnies peuvent dire, voilà, voilà comment je travaille, et l'autre, voilà comment je travaille. Pour l'instant, c'est du flou, hein. Je te dis franchement, Farid, hein. Il n'y a rien à dire. Voilà, tu vois. Ah, je pensais que c'était appliqué. J'ai lu l'article ce matin, ils sont passés à l'action après là. Hein. En fait, t'es plus au courant que moi. Salut, Jalal. Passons chauffe. Chaque compagnie, moi j'ai eu l'expérience avec une compagnie nord-américaine, il y a 2-3 ans de ça. Ils avaient pris du retard. Je les ai contactés. $1000. Il n'y a pas eu de discussion, rien du tout. Hein. Parce que c'est au Canada, hein, et il y a le bureau du transport canadien qui rigole pas avec ça. Il y a le remboursement, il est fonction de la taille de la compagnie, etc., et du retard, bien sûr. Mais il n'y a pas de discussion. Hein. Alors bon, comme l'a dit Nourdine, hein, chaque compagnie peut faire ce qu'elle veut. Bon. De toute façon, il est certain que les compagnies veulent rembourser le moins possible. Hein. Mais je vais C'est te dire, seulement quand elles sont complètement obligées de le faire. JB, la plupart des compagnies, surtout les low cost, c'est-à-dire on va citer les noms, même si ça leur fait de la pub. Ryanair, Vueling, Volotea, truc et tout, font ce qu'on appelle des avenants. Ils ne te remboursent pas numéraire. Ils te gardent le billet en avenant. Ils te disent, ouais, vous avez eu un retard, on s'excuse, voilà, plus de 4 heures, plus ceci, plus cela. Donc vous avez le droit d'acheter un truc avec le même packaging. Voilà. Dans l'année, ça. Oui, dans l'année. Oui, mais dans l'année, Ouais. c'est normal. Tu Mais, vas 2 ans pour attendre à être remboursé. mais le paradoxe, Nordine, c'est que JB, le paradoxe, c'est que les compagnies ne sont pas d'accord avec ces dispositions. Ils parlent de textes trop compliqués et que c'était difficile à mettre en œuvre. Donc c'est ça le paradoxe aussi. Tu Ils sais, payent moins, mais ils sont pas d'accord. quand il s'agit d'argent, c'est toujours compliqué. Surtout quand il s'agit de rembourser. C'est toujours compliqué. Regarde les assurances. C'est pareil. L'assurance, il n'y a pas de problème. Quand tu dois raquer, tu raques. Ils vont te mettre des packaging super extraordinaires. Voilà, voilà, voilà. Et quand tu arrives, tu as un pépin. Ah oui, mais vous n'avez pas lu l'article fait. Dit, ah, c'est pour ça que vous avez vu les contrats. Tous les contrats du monde sont pratiquement. Tu as des pages comme ça. Et c'est écrit avec des petits caractères, généralement dans des langues différentes. Je défie quelqu'un me dire, il lit mot à mot le contrat avant de le signer. Je le défie. Ah, c'est impossible. Moi, je me souviens d'un problème que j'ai eu avec les assurances à propos d'un arbre qui était tombé dans mon jardin et qui a abîmé un peu, etc. Alors, je vois mon assureur, je fais jouer l'assurance. Il me dit, il faut que vous prouviez que le vent soufflait à 100 km/h, à plus de 100 km/h. Alors, je lui sors la météo d'Alger, de l'aéroport d'Alger, qui donnait des rafales à 40 et quelques nœuds, 42 nœuds, 43 nœuds. Ouais. Alors, il me dit, ça fait combien en kilomètres heure? Je lui dis, ça fait dans les 80 km/h. Elle me dit, vous voyez, ça fait pas 100 km/h. Je lui dis, monsieur,
entre le vent qui est mesuré à Dal Beida, à l'aéroport, et le vent en ville, où il peut y avoir, et dans le cas présent, c'était clair, il y avait un effet de venturi, donc d'accélération du vent, entre deux maisons. Ça fait un couloir, et on le sait très bien, nous qui faisons de l'aéronautique, on sait très bien que dans un couloir, dans un convergent, la vitesse du vent augmente. Eh ben, il n'y a rien eu à faire. J'ai eu beau leur démontrer tout ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas 100 km/h de vent, et ils auraient voulu me rembourser. Voilà, c'est tout. Ils ont aussi une filouterie, mais alors d'une bassesse, et puis tous les assureurs utilisent, c'est la vétusté. Oui, aussi. Ah ça, là, la vétusté, alors ça, ils y vont. Ils y vont à pleine louche. Et ouais. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour les avions, la vétusté, en cas d'accident, d'incident plutôt. Non. La vétusté, elle joue, dans l'aviation, elle ne joue que sur les paramètres, sur les performances. On a des coefficients d'atténuation des performances et tout. Salut Pagnol. Alors, je m'en خسرت انا je vais في السيجاره. D'accord, ok. Ça va? Salut, Salut. l'empêcheur Salut, de Samy. tourner en rond. L'empêcheur de tourner en Salut. rond. L'artiste. Oui, le perturbateur. Le perturbateur, voilà. Asma, JB, j'imagine l'assureur, le jour où il t'a parlé, le lendemain, il a déposé sa démission. Il a changé de métier, le pauvre. Parce que je lui ai sorti le métard d'Alger. Ah oui, j'imagine. Alors, je lui ai sorti, je lui ai dit, voilà, vous voyez là, je lui ai traduit en plain language. Après, il me dit, mais ça fait pas 100 km. Je lui ai dit, voilà. Et là, j'ai pris une Google Earth, la photo de ma maison avec la maison d'à côté. Il est mal tombé, le pauvre. Ah ouais. Bon, il m'a pas remboursé de toute façon, mais il a été mis en cause, quoi. Il était Non, vraiment... il t'a pas remboursé parce qu'il a démissionné. Il n'a pas fini le dossier. Non, Ça va, ça va et toi? ça va, Norden. Monsieur El Kibir, mes salutations. Oui, Samy. Mes salutations. تحياتنا متبادلة. Ça va, ça se passe bien. Comme d'hab. Ouais, impeccable. Ça se passait bien jusqu'à maintenant. Tiens, Samy, on va te poser, j'ai un renseignement à te demander. Sur 777, Oui. bon, commande de vol électrique, pas de problème. Le trim, c'est vous qui trimez ou bien il trime tout seul? Tout seul. Il D'accord. trime tout seul. Vous avez quand même un Maintenant, bouton de trim ou manche? bien sûr, on a un bouton trim. Maintenant, on a le stop trim, comme tu connais sur le Ouais, bien 37. sûr. C'est la même chose. Si on a un trim runway, là, on le coupe, il trime plus. Ouais. Par contre, si on déconnecte l'autopilote et que l'avion n'a plus de protection, on peut trimer jusqu'à ce qu'il arrive au minimum maneuvering speed. Là, il trime plus. Là, il ne nous D'accord. donne plus la possibilité Donc, oui. de trimer. Non, ça, Voilà. Ça, c'est comme C'est la sur tous seule les avions. Sous possibilité pilote de sauver automatique, l'avion. c'est le pilote automatique qui trime. Oui, Mais en pilotage manuel, tu trimes. en pilotage manuel, je trime, oui, bien sûr. D'accord, On ok. trime. Quand Mais on- généralement, JB, comme on vole très, très, très peu en manuel, généralement, quand on déconnecte l'autopilote, l'avion, il est très bien trimé, donc généralement, on touche plus. Oui, oui. le Non, trim. non, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même, parce qu'on parlait du trim sur les Airbus, il n'y a pas de trim. C'est-à-dire que tu pilotes, même en manuel, tu pilotes, il trime tout seul. Tandis que sur Boeing 777 ou 87, je sais pas si c'est la même chose, Ouais, quand c'est tu la n'es même pas chose. sous pilote automatique, tu dois trimer. D'accord? Parce que tu as Ah, le. sur Airbus, Bon, sur Airbus Airbus, on et trime pas. le type 7. C'est la différence. Il n'y a pas de trim sur le SASTIC. D'accord. Toi qui es un puits de science, JB, le terme trimé, tu sais qu'on utilise argotiquement parlant, en parlant de trimer, c'est Ouais. travailler, suer. Ouais, Voilà. ouais. Ça vient de l'aéronautique, non? Non, c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux que ça. C'est un vieux mot français, trimer. Hein. Ouais. Trimer, ça veut dire souffrir. Hein. Souffrir, c'est dans les charbons, quand ils faisaient les mines de charbon. Oui, on JB, trime. JB, je te propose d'expliquer c'est quoi le trim, parce que je pense pas que l'audience arrive à imaginer c'est quoi le trim. Donc, Alors, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais bon, on va le réexpliquer. Alors, rapidement. premièrement, un avion tourne autour de son centre de gravité. D'accord? Alors, la portance,
qui fait tenir l'avion en vol, si elle s'appliquait au centre de gravité, il n'y aurait aucun problème. Sauf qu'elle ne s'applique pas au centre de gravité. Et elle s'applique en un point qui est variable avec l'incidence. Donc, en gros, on va dire avec la vitesse de l'avion. Quand la vitesse diminue, le centre de poussée, donc le centre d'application de la portance, avance, et quand la vitesse augmente, le centre de poussée recule. En règle générale, le centre de poussée, donc le point d'application de la portance, est en arrière du centre de gravité. Alors, on n'est pas besoin d'être devin. Si on considère que l'avion tourne autour de son centre de gravité et qu'il y a une force qui s'applique en arrière du centre de gravité, ça veut donc dire que l'avion va toujours avoir tendance à piquer du nez, automatiquement, sous l'effet de cette force de portance qui est derrière le centre de gravité. Donc, il faudrait, pour que l'avion puisse voler en palier, il faudrait que le pilote soit tout le temps en train d'exercer une action sur le manche pour relever le nez de l'avion, en quelque sorte, pour empêcher que le nez ne descende. Donc il serait tout le temps en train de tirer sur le manche. En tirant sur le manche, qu'est-ce qu'il ferait ? Il ferait lever la gouverne de profondeur et donc générerait sur le plan fixe horizontal, sur la petite aile qu'il y a à l'arrière, il générerait une force vers le bas qui, elle, aurait tendance donc à faire remonter le nez de l'avion. Mais comme on ne veut pas que le pilote se fatigue, on ne veut pas que le pilote ait besoin de sans arrêt tirer le manche pour tenir l'avion en palier, par exemple, et bien qu'est-ce qu'on va faire ? On va, à l'arrière, faire bouger le plan fixe horizontal, donc l'aile arrière, on va la faire bouger de sorte que elle génère, sans aucun effort du pilote, elle génère cette fameuse force vers le bas qui va équilibrer l'avion. Et donc, on va avoir pour ça un trim. Alors le trim, il va être soit, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, soit actionné manuellement par le pilote qui va ressentir, quand on est, comme on disait tout à l'heure avec le 777, ou bien sur des avions avec les commandes à câble, quand on est aux commandes et que l'on voit que pour maintenir l'avion en palier, par exemple, on est sans arrêt obligé de tirer sur le manche, ben qu'est-ce qu'on va faire ? On va trimer. On va trimer vers l'arrière, donc ça va faire descendre, le plan fixe horizontal à l'arrière va descendre, va piquer du nez, va générer donc une force vers le bas, laquelle force vers le bas va redresser le nez de l'avion et maintenir l'équilibre. Donc on va trimer à la sensation. Quand on est obligé de tirer sur le manche, on trime vers l'arrière jusqu'à ne plus avoir d'efforts à faire. Et quand on n'a plus d'efforts à faire, on lâche les commandes et l'avion est en position stable, est en stabilité. Quand on est avec des avions à commande de vol électrique, eh bien le même phénomène se produit, sauf que c'est l'avion qui lui-même trime, tout simplement. Voilà. Trim, visuellement, c'est comment on appelle ça, sur chaque côté de la manette des gaz, c'est cette roulette qui tourne constamment, c'est ça exact, voilà. Ça c'est pour nous signaler que le trim fonctionne, c'est pour que l'on voit le trim tourner, c'est un indicateur comme quoi le trim tourne. C'est justement pour déceler, comme l'a dit tout à l'heure Pagnol, c'est pour déceler ce qu'on appelle le runaway stabilizer, c'est-à-dire que si le trim se mettait à dérouler dans un sens ou dans l'autre de manière intempestive, il faudrait qu'on s'en rende compte. Alors, vous avez des alarmes sonores, comme par exemple sur certains avions, vous avez comme l'Airbus, par exemple, vous entendez whoop, 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 whoop quand le trim tourne. Donc vous avez non seulement, vous voyez la roulette tourner, mais en plus de ça, vous avez un bruit. Et donc, s'il est logique que le trim tourne à ce moment-là, il n'y a aucun problème, aucune action pilote. Par contre, si on s'aperçoit que le trim est en train de tourner alors qu'il ne devrait pas, on a deux switches derrière à droite du piédestal sur tous les Boeing en tout cas, les stop trim cutout switches par lesquels on peut couper les deux moteurs de trim. Voilà. Parce qu'il y a deux moteurs. Qui l'arrêtent. Il y a un moteur continu et un moteur alternatif. Il y en a quelques-uns qui l'arrêtent. Non, mais la première action, c'est de l'arrêter avec le manche. Par exemple, si le trim déroule vers l'avant, on tire sur le manche et tant qu'on tire sur le manche, le trim s'arrête. Mais dès qu'on va relâcher notre action sur le manche, le trim va redémarrer. Donc, la première des actions, on bloque avec le manche et la deuxième action, on coupe les alimentations électriques du trim. Voilà.
et on coupe les deux moteurs, les deux moteurs de trim, il y a un moteur continu, un moteur alternatif. JB, tout à l'heure, quand tu as quitté, il y a quelqu'un qui a parlé de. Enfin, Nordine, il expliquait la panne moteur, etc. Enfin, je me rappelle plus. Et il disait que une panne moteur avant V1, avant la décision, il y avait des choses. Vous parlez de ça, enfin, j'écoutais, je ne me rappelle plus. Sur le 777, je ne sais pas sur Airbus ou sur 37, je ne sais pas si ça existe. Sur le 777, on a le TAC, le Thrust Asymmetry Compensation. Quand on perd un moteur au sol et que l'autre moteur est en train de donner une puissance maximale, il y a le Thrust Asymmetry Compensation, le TAC, qui va se dire, il y a un problème, il y a un moteur qui donne une puissance maximale alors que l'autre il donne 0 ou il donne une puissance résiduelle. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trimer tout seul, il va aider le pilote à maintenir l'avion dans l'axe, à maintenir l'avion au sol. Et au moment du décollage, il va aider le pilote à ne pas perdre le contrôle de l'avion. C'est très important parce que des fois, quand on perd un moteur, et tu sais très bien, Nordine, autant que toi, vous êtes des instructeurs, quand on perd un moteur au sol, des fois, l'identification du moteur, elle peut jouer sur sur la force exercée sur le rudder pour maintenir l'avion au sol. Des fois, des pilotes se trompent ou mettent une pression sur le mauvais rudder qui va accentuer la perte de l'axe. Oui, absolument. Problème de désymétrie. Hein. Oui, mais donc le trim, dans ce cas-là, le TAC, il joue directement sur la gouverne de direction, directement. Exactement. Il décale le point neutre de la gouverne de direction. Ça, c'est un. Il y en a un qui demande où sont les moteurs de trim. Les moteurs de trim, ils sont sous le plan fixe horizontal, parce que ce qui fait bouger le plan fixe horizontal, c'est une vis sans fin. Et donc, il y a les moteurs qui sont en bas de cette vis sans fin. Il faut tourner la vis sans fin, et le trim va monter ou descendre selon le sens dans lequel la vis sans fin tourne. C'est l'hydraulique, hein? Non, c'est purement mécanique. C'est une vis sans fin. JB, le TAC, c'est un système intelligent quand même. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait au sol, quand il y a une perte moteur au sol, il ne va pas corriger à 100%. Jamais, bien sûr. Il va laisser au pilote un peu de marge pour sentir le moteur qui a été perdu. Et au moment du lift-off, quand on quitte le sol, c'est là où il va corriger au maximum. Mais au sol, il va toujours donner la chance au pilote de détecter la défaillance. Et d'ailleurs, c'est à ce point vrai que sur les avions qui n'étaient pas équipés de ça, comme le 37 ou le 27 ou quoi, lorsque on était en vol et qu'on avait un moteur en moins, le trim de direction, on l'actionnait nous-mêmes. Mais on l'actionnait justement pour ne pas compenser l'intégralité de l'effort qu'il fallait faire. Parce que il faut que les gens, nous en tant que pilotes on le sait, mais pour les gens qui nous entendent, il faut savoir que le réglage du trim de direction, il est fonction de la dissymétrie de poussée. Donc toute variation de régime sur le moteur qui reste va entraîner une différence, enfin un changement de la dissymétrie. Et donc si on compense complètement, par exemple, admettons que on a le moteur gauche qui est tombé en panne. Donc, on est en train d'appuyer sur le palonnier à droite. Donc, on fait tourner la direction vers la droite pour empêcher l'avion de partir à gauche. Si le trim, on le règle de sorte à ne plus avoir d'effort à faire dans le palonnier, très bien, on va être tranquille. Sauf que, lorsqu'on va réduire éventuellement le moteur droit, l'avion, il va partir du côté droit, parce qu'il aura trop de trim. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne trime qu'une partie de l'effort. Et en course finale, quand on doit se poser avec un moteur en moins, en course finale, on dit trim à zéro. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va réduire le moteur qui nous reste, si on a encore le trim qui est décalé de zéro, l'avion va partir du côté de trim. Alors donc, on met trim à zéro vers 400, 500 pieds, trim à zéro, et à ce moment-là, on fait l'effort. Le pilote qui est aux commandes contrôle l'effet de lacet, l'effet de dissymétrie, de sorte que lorsqu'il réduit le moteur qui reste pour se poser, il n'y a plus aucun effort l'avion reste en ligne droite. Voilà. Et en cas de remise des gaz, c'est l'effet inverse qui va se faire, à réappuyer pour remettre le trim comme il était, parce qu'il y a la puissance qui va augmenter. Donc en cas de remise des gaz,
remettre la configuration avec l'appui du côté du moteur vivant pour remettre cet avion dans l'axe, parce que si on remet les gaz avec un trim à zéro, ça va repartir comme si on était à -1, et donc voilà. C'est cette poussée dissymétrique qui détermine ce qu'on appelle la vitesse minimum de contrôle au sol, la VMCG. En effet, quand on est au décollage, on commence à accélérer, on a les deux moteurs qui fonctionnent. D'un coup, on perd un moteur. On va contrôler l'avion pour l'empêcher de sortir de la piste, on va le contrôler avec les palonniers. Et comme les palonniers agissent sur la gouverne de direction, que la gouverne de direction est peu efficace à basse vitesse et de plus en plus efficace au fur et à mesure que la vitesse de l'avion augmente, il existe une vitesse minimale à laquelle, en cas de panne moteur, l'avion sera contrôlable en utilisant les commandes de vol, c'est-à-dire en utilisant les palonniers de ce cas-là. En dessous de cette vitesse-là, qu'on appelle la vitesse minimum de contrôle au sol, en dessous de cette vitesse-là, la panne d'un moteur, pendant le roulage au décollage, sera difficilement contrôlée avec simplement l'usage des palonniers. D'accord ? Une vidéo qui en parle. Voilà, et c'est pour ça que les vitesses au décollage sont reliées par des relations de pourcentage, etc., par rapport à la VMCG, de la même manière que les vitesses après décollage, V2, etc., sont reliées à ce qu'on appelle la VMCA, vitesse minimale de contrôle de l'avion en l'air. Voilà. Donc après, c'est de la physique, oui, comme dirait Mohamed, oui, c'est de la physique. Et c'est pour ça que je persiste et je signe. Pour faire pilote, il faut s'y connaître quand même en maths et en physique. Voilà. JB, je voudrais juste rajouter une chose. Il faut que les gars ils comprennent que l'autopilote, c'est très très bien. Donc l'autopilote, c'est la chose qu'on utilise 99% du temps lorsqu'on vole. Par contre, il faut savoir exactement ce qu'on doit faire lorsque l'autopilote n'est pas là ou lorsque on doit déconnecter l'autopilote pour une phase de vol quelconque. Exemple, je donne un exemple. Tu as dit que quand on perd un moteur et qu'on utilise le trim, donc le trim, il aide le pilote à contrôler l'avion. Mais au moment d'arriver à l'atterrissage, on doit annuler le trim pour que le pilote sente l'avion et qu'il arrive à atterrir cet avion sans qu'il y ait une aide extérieure et c'est lui qui sente l'avion. C'est la même chose, par exemple, sur 777 ou sur 87. Par exemple, sur 777, si on a un vent de travers qui est important, quand on est en finale, l'avion, contrôlé par l'autopilote, est en train de corriger le vent de travers. Donc, il est en train de gérer l'avion par rapport au vent de travers. Mais c'est recommandé à ce qu'on déconnecte l'autopilote bien avant, c'est-à-dire que si on a un vent de travers qui est pas très fort, je peux laisser l'autopilote jusqu'à 300 pieds et déconnecter et atterrir. Par contre, si j'ai un vent de travers qui est très fort et que l'avion corrige ce vent de travers, il est recommandé que l'être humain, c'est-à-dire le pilote, déconnecte l'autopilote et commence à sentir l'avion bien avant pour qu'il soit pas trompé par l'autopilote. Parce que quand on déconnecte l'autopilote, l'être humain n'aura pas la rapidité de réaction de l'autopilote. Donc, il nous recommande de déconnecter cet autopilote pour que le pilote gère le vent de travers et gère la façon de piloter l'avion jusqu'au sol. Je ne sais pas si... Absolument, oui, tu as parfaitement raison de le souligner, oui, absolument. De la même manière que quand on était catégorie 1, par exemple, pour l'atterrissage, qu'on allait se poser, qu'on ne pouvait pas faire d'atterrissage automatique. La technique était la suivante. Le copilote faisait l'approche aux instruments, le commandant regardait dehors et dedans, et lorsqu'il voyait la piste, ou ce qui ressemblait à la piste, c'était le commandant qui prenait les commandes pour poser l'avion. Pourquoi ? Parce que, exactement selon le même principe que ce que tu viens de dire, Pagnol, la vision de la piste, quand on est dans une situation de brouillard ou autre, la vision de la piste, pour quelqu'un il faut qu'on voit l'image de la piste commencer à se former pour arriver à identifier les points cruciaux. Et sans quoi, si le gars passait directement
du vol aux instruments dehors, il regarde dehors, dans une situation de brouillard ou quoi, il la verra jamais, la piste. C'est pas possible. Le temps que son cerveau s'adapte, alors que celui qui regarde dehors, dedans, il est capable de faire. Et exactement pareil pour l'atterrissage en travers. Il faut sentir l'avion. Un avion, qu'on le veuille ou non, quelle que soit sa taille, dans certaines circonstances, ça se pilote, excusez-moi de l'expression, ça se pilote avec les fesses. Et JB, le dernier simu qu'on a fait ici, on s'est entraîné sur des approches VOR avec visibilité réduite et un axe de piste complètement décalé par rapport à l'approche. Pourquoi on a fait ça? C'est exactement par rapport à ce que tu expliquais, à passer de l'instrument au visuel et à arriver à voir la piste. Donc, c'est la même chose, on arrive, on voit rien, c'est visibilité réduite. Donc, on descend et l'axe de piste est complètement décalé. Et au dernier moment, on voit la piste qui est complètement à droite alors que l'avion est complètement à gauche. Et là, le commandant doit déconnecter, reprendre l'avion sur l'axe et atterrir. Donc, c'est un des exercices qu'on devait faire. Voilà. Les gens comprennent que quand on dit une piste, dans notre tête comme ça, on dit comment je vois une piste d'atterrissage quand je suis en approche. Nous, qui sommes pilotes, on a cette image. On voit même la convergence des bords de la piste, etc. Avec l'habitude, mais cette piste, elle va pas forcément apparaître comme ça. Hein. Elle va pas apparaître en face de nous, pile poil comme on s'attend. Donc, il faut arriver à décrypter l'image que l'on a en face de nous. Et c'est pas évident. Il faut s'accorder le temps de le faire. Et c'est pour ça que tout ce que l'on dit là est appliqué. Voilà. JB, des fois, je vois la réaction de certains copies qui volent avec moi. Quand, par exemple, il fait beau, Cavoc, et que le contrôleur il nous donne un vecteur pour arriver sur l'axe de piste, et qu'on tourne et qu'on voit la piste, que je dis runway in sight, piste en vue. Des fois, la réaction, j'ai l'impression que le gars il est en train de se dire, oui, mais c'est évident, la piste en vue, elle est là. Et non, c'est pas évident. Si on s'entraîne et on s'habitue à toujours dire runway in sight, c'est que runway in sight, on est tous les deux d'accord qu'on va atterrir sur cette piste. C'est pour ça qu'il y a eu des incidents, je ne sais pas à quelle époque, où des avions ont atterri sur un taxiway, où des avions ont décollé d'un taxiway. Ils ont mis la puissance sur un taxiway. Piste quand elles sont parallèles. Nordin? Ou se trompe de piste quand elles sont parallèles, qui m'auront, par exemple. Exactement. Exactement. Ça s'est vu déjà. On arrive souvent sur des aéroports où il y a tellement de pistes, on tourne, on ne sait même pas la droite, la gauche, center, on est perdu. Les Pagnol, excuse-moi, je te coupe la parole. Pendant que j'y pense, sinon je vais oublier. Bon, runway inside, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu précises le numéro de la piste. Tu précises ou là? Je ne précise pas parce que à Saint-Frontier, l'avion il va nous dire runway 25 left. Voilà. Donc il va directement annoncer et donc il va nous confirmer qu'on va atterrir sur le runway 25 left. Ça peut être donc si on a comme il a dit sur orange la 25 droite et gauche, c'est ça Nordin? Voilà. Donc si la 25 droite et gauche elles sont pas éloignées, bon il y a une limitation. Il va nous dire quelle est la limitation, enfin le minimum de séparation entre les deux pistes. Mais on peut se tromper, on peut vraiment se tromper. Il y a des aéroports où les taxiways, comment on appelle taxiway en français, ils sont tellement larges qu'on a l'impression que c'est des pistes, alors que ce n'est pas des pistes d'atterrissage. Alors, ce qui arrive, Pagnol, l'histoire qu'elle a au rang, par exemple, c'est généralement, mais chez la 25 ou la 25 gauche ou droite, parce que la 25 gauche et droite, il laisse. C'est quand ils font une vente arrière pour la 07. Et en fin de vente arrière, en virant à gauche, tu vas tomber, si tu es closest, sur la 07 gauche ou la 07 droite. Et vu qu'il y a au virage, il y a la SEPRA, et généralement, les avions qui arrivent le soir vers l'avant-après-midi, enfin le soleil, tu as compris comment c'est, ça donne sur le SEPRA, donc c'est une mauvaise visibilité. Le gars, il dit runway in sight, oui, mais quand il tourne, ça s'est vu, hein, il y a eu, c'est pas la peine de truc, mais il y a eu une erreur comme ça,
où l'équipage s'est posé sur la 07 gauche au lieu de la droite, alors que la 07 gauche était censée être fermée par Botham. Donc tu vois, comme tu dis, une fois établi, là on confirme. Et l'avion va le dire d'ailleurs. Bon, le 37-800 le dit, mais le 200 ne le disait pas. L'Airbus le dit, que c'est la 07 right, ok. Et il se pose. Et là, tu vois un petit peu. Et vu que les pistes sont rapprochées, alors qu'il y a une norme, je ne sais pas exactement quelles sont les normes exactes de séparation des deux pistes pour faire du parallèle take-off, parallèle landing, à un moment, ils étaient closest. Donc le gars, il a tourné, il s'est posé. Oui, dans ces cas-là, Nordine, alors pourquoi? Bon, parce que tu as le visuel quand même du contrôleur aérien, on est d'accord, l'ATC. Le contrôleur aérien, il va te dire autorisé à l'atterrissage en 07 right, droite. Depuis Ça la va. tour, le gars, il voit pas forcément, si les Ça, pistes sont relativement proches l'une de l'autre, il voit pas si tu es aligné sur la droite ou la gauche. Ça, je trouve bizarre parce que toutes les procédures, JB, excuse-moi, toutes les procédures, on collationne. Il n'y a pas de problème, on collationne. c'est un truc à vue. Si tu veux Oui, pas- c'est à vue, mais il y a on collationne. Une instruction, on collationne. Il y a pas de... You are clear to land runway 07 left, par exemple. OK. Le contrôleur, il va regarder. Mais si les deux pistes entre la 07 right et la 07 left sont relativement proches, à la distance à laquelle l'avion se trouve lorsqu'il le voit, il est possible qu'il ne soit pas possible de dire pour le contrôleur si le gars est aligné sur la 7 droite ou la 7 gauche. Il est possible. Et puis en plus de ça, là on parle on parle quand il y a de la visibilité. Quand on se pose que l'on est juste au minima avec 300 mètres de visibilité, il faut que les gens réalisent qu'est-ce que c'est 300 mètres de visibilité quand on s'amène à 250 ou 260 km/h minimum. D'accord? Et c'est rien du tout, c'est une seconde. Hein? Donc faire une image de la piste en une seconde, c'est pas du tout évident hein, pour le cerveau. Hein. Exact. Je voulais te poser la question, vous poser la question à vous tous. Les incidents, enfin les accidents ou les incidents, si on faisait une sorte de pourcentage, bon, lugubre pour les accidents, mais bon. Est-ce que le fait de collationner comme ça, parce qu'on voit souvent des erreurs quand on collationne, soit de la part mais c'est souvent de la part du pilote d'ailleurs, hein, soit de la part de l'ATC. Est-ce que justement, si on faisait une petite enquête comme ça, est-ce qu'on trouverait qu'il y a eu des accidents dus à cela? C'est beaucoup plus des accidents que des accidents. L'accident, c'est un effort en besoin parce que c'est un ensemble de beaucoup de choses qui arrivent à un accident. Les incidents, ça peut arriver sur une interprétation, une mauvaise collation, une mauvaise interprétation du message. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut dire de demander une confirmation. Quand on n'est pas sûr, il faut toujours demander une confirmation. Ne pas lancer n'importe quoi. L'accident de Tenerife, par exemple, il a été démontré que l'utilisation d'une phraséologie non conventionnelle a amené un des deux pilotes à penser qu'il était autorisé à décoller, parce que, bon, d'ailleurs, ça a été à l'origine de beaucoup d'études sur le facteur humain et tout, parce que justement, si on se met à parler dans un avion ou avec la tour, comme on parle dans la vie de tous les jours, il y a des risques de confusion très importants. Et c'est pour ça qu'il y a les SOP. Par exemple, on en a parlé plusieurs fois, quand, par exemple, il doit y avoir un changement de commande. Pour une raison ou pour une autre, hein, c'est pas... Quand un des deux pilotes doit reprendre les commandes à l'autre, il doit dire « I have control » et l'autre doit lui répondre « You have control ». C'est le seul moyen, par exemple, hein, de savoir qui fait quoi dans l'avion, parce qu'à un moment, les rôles sont inversés. Il y a le gars qui était pilot monitoring, il devient pilot flying, et le gars qui était pilot flying, il devient pilot monitoring. Il faut que les choses soient claires pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et c'est pour plein de procédures comme ça. Par exemple, quand on est autorisé à l'alignement, you are cleared into position runway such and hold. And hold, ça veut dire vous êtes autorisé à pénétrer dans la piste, mais à vous arrêter. Vous n'êtes pas autorisé au décollage.
Et quand on est autorisé au décollage, telle machine, tel vol, you are clear to take off when there's such and such. Voilà. Et l'autre dit, compagnie, le call sign, we are clear to take off. Ok. Voilà comment ça fonctionne. Alors, et c'est pour ça JB, que le collationnement est fondamental. Oui, vas-y. JB, il y a une clairance aussi qui est très très importante et que beaucoup se trompent quand ils collationnent. C'est quand on est autorisé à rentrer sur la piste après l'atterrissage d'un avion et de rentrer sur la piste et d'attendre la clairance au décollage. Donc là, il va dire, le contrôleur, bon, je vais la dire en anglais, mais bon, on va la traduire. Behind Bien, bien. landing, Air Algérie 1, 2, 3, runway 3, 4 right, line up and wait behind. OK? Donc, il va dire ça, le contrôleur. Nous, quand on doit collationner, on doit dire, donc, behind, c'est derrière. Donc, c'est derrière atterrissage Air Algérie 1, 2, 3. Rentrer sur la piste, exemple 0,5, Et attendre et derrière. attendre derrière. On doit rajouter le mot derrière. On doit bien expliquer qu'on a compris que c'était derrière l'atterrissage, qu'on doit rentrer et patienter derrière l'atterrissage. Donc ça, et généralement, les gens ne collationnent pas de cette façon. C'est pareil pour le departing. Clear to line up after departing traffic and wait. Bien. Voilà. C'est pour ça que on le répétera jamais assez hein, sur le live pour expliquer aux gens que ce métier est un métier de procédure. C'est pas un métier de liberté. Faut pas croire que parce qu'on pilote des avions, on est libre, pas du tout. C'est un métier où les procédures sont omniprésentes. On fait rien sans une procédure. Samy, tu as une petite voix. Ça s'explique comment ça? La petite voix du long courrier, mon ami. On Mais est attends, il n'y a fatigué. pas que ça. Il n'y a pas que ça, Pagnol. Il te dit, tu as une petite voix. Déjà qu'on entend ta voix, c'est déjà bien. Comment ça se fait que tu as Eh une oui. bonne connexion? Parce qu'il n'est Comment pas se à fait-il que Doha. tu as une bonne connexion? Il n'est pas à Doha. Il n'est pas à Doha. On est fatigué d'antenne. On travaille beaucoup. Tu es où? Ah, je suis à Doha, je suis à la maison. Je suis Ah, tu es à la rentré maison. ce matin, je suis rentré à 6 heures du matin. Et je repars après-demain. C'est-à-dire j'ai demain repos et après-demain je fais Manille, C'est bien, Philippines. c'est bien. C'est un long vol aussi pareil. Voilà, donc En tout cas, profite, mon ami, profite. oui, au Et maximum. quand tu Oh, pilotes, pense à ceux qui ne pilotent plus, qui voudraient bien encore piloter un peu. Ouais. Tu Franchement, sais, je dis non. Moi, JB, je te jure, hein, j'aimerais faire du quand... Cibu, c'est tout. Vas-y. Moi, j'aimerais faire du Cibu, car vous disiez JB, que ceux qui pilotent. Mais le pilotage est terminé. Mais le Cibu, j'en referai avec plaisir. Que ce soit moi aux commandes ou le derrière, avec lui. Nordin, tu sais que nous, le Simi, on peut le faire jusqu'à 70 ans. Oui, Donc c'est... 60 ans, on vole Oui, mais plus. ça, c'est dans un système normalisé, normal. Oui, nous, à 65 ans, on vole plus, c'est-à-dire on sort en retraite, mais on perd pas on continue à faire le Simi jusqu'à 70 ans. Oui, Donc, pour les TRE, hein, les examinateurs. oui. Donc, c'est bien, c'est bien. L'intérêt, ça, Pagnol, quand même. C'est un intérêt gigantesque. Et puis, ce serait intéressant de le faire parce que c'est de maintenir quand même ces pilotes à la retraite, maintenir leur performance jusqu'à un âge. Parce que bon, on pourrait toujours en avoir besoin quelque part. Khaled, la meilleure vie, c'est la vie de JB et Nordin. À la retraite, tranquille, on se réveille quand on veut, on fait ce qu'on veut, c'est ça la meilleure vie. Mais, Et mais nous, la vie qu'on a, mais quand c'est on une entend les retraités, obligation. ils te disent, mais quand on entend les retraités, ils te disent que la meilleure vie, c'est la tienne. Oui, mais les retraités, ils vont pas te dire la vérité. Tu crois qu'ils vont te dire la vérité Khaled, انت نية شوف نور الدين كيفاش راهو يلي بو مبنبن بيان. Regarde le sourire. Tu crois que moi j'ai le même sourire? J'ai pas le même sourire. Five in your eyes. Five in your eyes, hein. Moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Alors, zéro in your eyes. Il n'y a pas de problème. Dean, vous avez l'étoffe d'un grand pilote selon la vidéo de Pékin.
C'est Ici, Razer qui te dit ça. ouais, bah, Razir, il est journaliste. Il nous a dit qu'il était journaliste d'investigation. Messieurs, je pense que on va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'on est fatigué. On a fait un long courrier d'une heure. Voilà. On va reprendre une activité normale. Tu penses bien. Tu Merci. dis oui, je Merci d'être pense. présent. Farid, merci. Merci le chat. C'est moi qui vous Merci remercie. beaucoup. Merci à C'est tous. moi qui vous remercie. Merci, merci À Pagnol. demain, Inch'Allah. À demain. À demain. Et à JB, deux pieds. Salut Pagnol. Et à Et à deux deux pieds. pieds également. Voilà. Allez, ciao, salut. ciao. Ciao, Au ciao, revoir, ciao. les amis. Ciao.